À l'aube, le Sahel respire et quelque chose bascule. Pendant des années, l'aide venait avec des formulaires, des promesses, peu de pompes. Aujourd'hui, 2,4 milliards sont réaffectés en crédit agricole national adossés à des coopératives et des garanties publiques. 1 million de familles n'attendront plus l'aval, environ 2 400 $ chacune pour semences, eau, outils, et Ibrahim Traoré place la dignité au centre. Si l'argent d'hier entretenait la dépendance, ce même flux finance désormais des récoltes mesurables, des forages, des stocks. L'initiative passe des bailleurs au champ, du discours aux résultats concrets. Voici la promesse et l'enjeu. Convertir l'aide conditionnelle en crédit reproductible, suivi par des données publiques pour que chaque saison finance la suivante. Le bénéfice concret pour le lecteur, comprendre un modèle où chaque dollar de dépendance devient un dollar de production locale vérifiable. Le mécanisme tient en 3 leviers, 70% garantis par l'État, 20% soutenus par obligation de la diaspora et réserve de matières premières, 10% partagés avec des équipementiers locaux qui assument risques et gains. L'exécution est proche du terrain. Prêts indexés sur les cultures, signature biométrique, suivi mobile, remboursement rattaché au reçu d'entrepôt. Micro-hook, si l'assurance paramétrique s'active en sécheresse, l'argent arrive en jours, pas en mois. Ce cadre réduit le gaspillage post-récolte grâce à 1100 unités de stockage, sécurise l'eau avec 50 000 forages et 10 000 pompes solaires, puis connecte les villages au marché. La coopération coopérative crée une discipline sociale, rembourser devient un insigne d'honneur qui élargit le crédit des voisins. Mini-révélation, les districts pilotes affichent un taux de remboursement de 92%. Mini-révélation, malgré une sécheresse à 25% de pluie, les indemnisations ont été versées en quelques jours via mobile money. Ces 2 repères renversent à un récit ancien. Le crédit souverain peut protéger mieux que l'aide lente. Derrière les chiffres, une architecture se met en place. L'installation de 2,4 milliards fonctionne comme un moteur national inaccessible au gel et aux délais externes. Le cœur du système est la traçabilité. Chaque forage, chaque prêt, chaque remboursement inscrit une trace visible dans un tableau de bord public. L'opacité budgétaire cède la place à l'audit citoyen. Les prêts ciblent 5 chaînes de souveraineté. Mil, sorgho, maïs, riz, coton, pour stabiliser prix, devises et sécurité alimentaire. Le crédit s'étend au stockage, à la minoterie et aux routes. Dans les villages, on parle de la prochaine récolte plutôt que de la prochaine expédition d'aide. Des coopératives féminines financent des batteuses solaires, des jeunes mécaniciens montent des unités mobiles pour pompes et tracteurs. Le modèle inculque une moralité économique. Rembourser à l'heure, c'est financer la saison des voisins. Au plan macro-régional, le Mali et le Niger envoient des délégations pour étudier les mathématiques de cette souveraineté. La coordination sahélienne devient pensable sans tutelle. Les critiques pointent le populisme, mais l'angle Newsroom Data retient les variables. Rendement en hausse de 30-50%, importations alimentaires en baisse potentielle de 200 millions par an, 200 000 emplois saisonniers sur la chaîne de valeur. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est cité comme catalyseur politique, mais l'épreuve de vérité reste l'exécution locale. Agents de crédits nationaux, signatures biométriques, reçus d'entrepôts. Lorsque la sécheresse frappe, l'assurance paramétrique découple la réponse des calendriers de donateurs. C'est la bascule du qui décide. Ainsi, la narration passe de la dépendance à la capacité, moins de slogans, plus de flux mesurables, plus de visibilité et d'appropriation communautaire. Un personnage boussole aide à lire la transformation. Une agricultrice du plateau nord, chef d'une coopérative, contracte un prêt, achète une batteuse solaire, triple le rendement et vend à prix équitable. Son registre numérique alimente le tableau public. Autre micro-cas, 3 jeunes mécaniciens, revenus de la migration, mobilisent un crédit pour créer un service itinérant d'entretien des pompes et tracteurs. Leur carnet de commandes sature à mesure que 10 000 pompes solaires entrent en service. Ces trajectoires individuelles s'insèrent dans une mécanique plus vaste. 50 000 forages réduisent le risque hydrique, 1500 unités de stockage minimisent pertes et volatilité. Des routes secondaires relient villages et marchés. Le contrat social évolue. La coopérative co-signe, partage le risque, gagne une prime de remboursement si la discipline collective tient.
En cas de défaut, la réputation baisse et l'accès au crédit se resserre. Le langage change aussi de bénéficiaire à investisseur, de projet à chaîne de souveraineté. Dans les mairies, on suit hectares irrigués, tonnes stockées, remboursements publiés. Dans les foyers, on garde les enfants à l'école et on épargne modérément au lieu d'emprunter à 30%. Au-delà des récits, l'alignement incitatif agit comme un engrenage. Remboursement local, recyclage du capital, extension du crédit, investissement productif. Conséquences pratiques pour le lecteur. La valeur n'est pas rhétorique, elle est mesurée par cycle agricole et visible au niveau communal. Conclusion utile, des règles simples, des données publiques, des incitations claires. So what? La souveraineté devient un protocole opérationnel. Tout a commencé avec une signature simple, mais elle a bouleversé le rapport de force. Lorsque Ibrahim Traoré annonça la réorientation de 2,4 milliards de dollars d'aide vers une facilité nationale de crédit agricole, les chancelleries restèrent incrédules. Les institutions de développement parlèrent de brisque, les bailleurs de précipitation. Pourtant, dans les villages, la nouvelle circulait plus vite que les rapports officiels. Les coopératives rurales, longtemps tenues à distance des décisions, devenaient des interlocuteurs directs de l'État. Phase d'activation. Dès les premières semaines, 1 million de ménages s'inscrivirent dans le système numérique. Identité biométrique, évaluation des besoins, attribution d'un prêt moyen de 2400 $. Les fonds ne transitaient plus par des agences étrangères, et ça c'est l'étrangère, ils arrivaient sur des portefeuilles mobiles liés aux coopératives. Les premières semences furent achetées avant la saison des pluies. Des images diffusées sur Faso Futur TV montraient des files d'agriculteurs tenant leur reçu numérique comme un titre de propriété. Montés en puissance, 3 mois plus tard, les rendements affichaient déjà des signes de reprise. Les premiers forages livraient de l'eau dans les zones sèches. Les 10 000 pompes solaires prévues commencèrent à être installées. Dans les marchés, les prix des céréales se stabilisaient. Les techniciens formés sur place réparaient le matériel au lieu d'attendre des missions étrangères. Les familles investissaient dans la meunerie et le stockage. Les districts pilotes de Koudougou et Fatangorma rapportaient des taux de remboursement dépassant les 90%. Le point culminant. Au moment où les partenaires internationaux exigeaient des audits, le gouvernement publia ces données en accès libre. Chaque dollar emprunté, chaque hectare irrigué, chaque remboursement était visible en ligne. Cette transparence retourna le soupçon. Le populisme annoncé devenait une gouvernance par la donnée. Dans les villages, la fierté remplaçait la résignation. Les agriculteurs parlaient de crédit souverain plutôt que d'aide. La retombée. La sécheresse suivante, censée tout remettre en cause, valida le modèle. L'assurance paramétrique s'activa automatiquement. Les agriculteurs reçurent leur compensation avant la fin de la semaine. Aucun donateur à consulter, aucune paperasse. Les observateurs étrangers constatèrent une chose rare. La discipline locale avait rendu le système antifragile. L'État payait moins d'importations, les familles gagnaient en autonomie et les jeunes cessaient d'émigrer. Ce n'était plus une expérience marginale. Le Burkina Faso venait de transformer une dépendance structurelle en moteur de croissance. Et le monde commençait à s'en apercevoir. Un pays enclavé, souvent cité pour sa fragilité, démontrait qu'un modèle centré sur la production, la responsabilité et la transparence pouvait inverser des décennies de rapports unilatéraux. Au point de départ, puis dans son évolution, avant la réforme, moins de 25% des ménages ruraux avaient accès au crédit formel. 1 an après le lancement du mécanisme, ce taux atteignait 68%. Cette hausse de plus 43 points illustre la vitesse à laquelle la finance inclusive peut se diffuser lorsque les garanties sont locales et les conditions lisibles. D'abord, rendement agricole. Dans les zones pilotes, les rendements en mil et sorgho ont progressé de 30 à 50%. Cela signifie que chaque hectare produit aujourd'hui près d'une demi-tonne supplémentaire. Derrière ce chiffre, un enchaînement simple. Irrigation stable, engrais achetés à temps, stockage sécurisé. Chaque amélioration technique a généré une boucle de confiance mesurable. Ensuite, réduction des importations. Les importations alimentaires ont diminué de 200 millions de dollars par an. Cette contraction correspond à près de 15% du déficit commercial agricole précédent. En pratique, cela libère l'équivalent du budget d'un grand ministère pour des investissements domestiques, routes rurales, transformation, éducation agricole. Enfin,
Emploi et inclusion. Environ 200 000 emplois saisonniers ont été créés tout au long de la chaîne de valeur. La moitié concerne des jeunes et un quart des femmes. Ce volume n'est pas anecdotique. Il marque un transfert concret du travail informel vers des métiers qualifiés. Maintenance, logistique, services financiers locaux. D'autres données confirment la dynamique. Taux de remboursement global, 92%. Délai moyen d'octroi d'un prêt, 7 jours au lieu de 60. Perte post-récolte, 20%. Ces chiffres ne sont pas isolés. Ils forment un écosystème cohérent. Les observateurs internationaux, d'abord sceptiques, parlent désormais de preuve de concept. La Banque africaine de développement cite le Burkina Faso comme un exemple de politique publique mesurable, et plusieurs États sahéliens envisagent des déclinaisons. Le mécanisme des 5 chaînes de souveraineté, mil, sorgho, maïs, riz, coton, agit comme un portefeuille équilibré. Culture vivrière, devises, exportation. Pour Ibrahim Traoré, la clé n'est pas l'injection d'argent, mais la circulation interne du capital. Le crédit devient une donnée politique. Il teste la confiance d'une nation envers elle-même. Chaque remboursement nourrit le fonds de la saison suivante. Chaque défaut déclenche un ajustement public. Les agents de crédit sont locaux, les tableaux de bord nationaux. La visibilité remplace la dépendance. Ce que les chiffres racontent, c'est une inversion culturelle. Dans les villages, on parle de performance et non de promesse. La souveraineté se mesure à la précision des données, pas au discours. Dans un Sahel souvent décrit par ses crises, le Burkina Faso inscrit pour la première fois une équation positive, autonomie plus transparence et stabilité. Les critiques n'ont pas tardé. Selon plusieurs experts occidentaux, le Burkina Faso risquait de créer un aléa moral. Un État qui prête à ses citoyens pourrait encourager l'indiscipline, surtout sans supervision extérieure. D'autres affirmaient que l'opération n'était qu'une illusion populiste, une mise en scène économique vouée à l'échec dès la première crise climatique. Enfin, quelques institutions redoutaient que la souveraineté financière ne serve qu'à contourner les règles de transparence internationale. Les défenseurs du projet ont répondu par les faits. Premier argument. Le taux de remboursement de 92% n'a pas été obtenu par contrainte, mais par responsabilité collective. Chaque coopérative cosigne le crédit de ses membres et partage les primes de réussite. En d'autres termes, le système punit la négligence et récompense la discipline. Ce n'est pas un laxisme budgétaire, c'est un modèle d'incitation décentralisée. Deuxième argument, la transparence numérique. Les tableaux de bord publics montrent en temps réel les prêts octroyés, les remboursements effectués et les infrastructures construites. Aucun bailleur n'avait auparavant publié autant de données vérifiables. Cette visibilité neutralise la plupart des soupçons de corruption. Troisième argument, la diversification du risque. En répartissant les prêts sur 5 chaînes de souveraineté, mil, sorgho, maïs, riz, coton, l'économie rurale devient moins vulnérable aux chocs climatiques. Si une récolte échoue, une autre soutient le remboursement global. Les sceptiques, confrontés à ces résultats, ont dû admettre que le modèle reposait sur une logique mesurable. En réalité, il introduit une redéfinition du développement, non plus assistance, mais contrat de performance sociale. Les partenaires extérieurs conservent un rôle, mais en tant qu'investisseurs ou garants, pas comme donneurs d'ordre. Le débat reste ouvert, mais les chiffres ont déjà tranché une partie du procès. Un crédit souverain peut être rigoureux, et une discipline locale peut surpasser la bureaucratie internationale. À travers ces preuves, le Burkina Faso n'a pas seulement répondu aux critiques, il a reformulé la question même de la légitimité économique. Révélation, la souveraineté paie. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'une allocution discrète à Ouagadougou, a marqué le milieu du parcours. Le point médian du programme correspond au moment où les résultats deviennent irréversibles. Le système de crédit, d'abord perçu comme expérimental, commence à produire des effets macroéconomiques mesurables. Croissance du revenu rural, réduction des importations, création d'emplois. Mais la véritable surprise réside ailleurs. La confiance. Les ménages qui craignaient de s'endetter découvrent que le remboursement collectif renforce leur pouvoir d'achat. Les femmes, autrefois exclues des circuits financiers, deviennent trésorières de coopératives.
Les jeunes qui migraient vers les capitales trouvent un avenir dans la maintenance, la logistique ou la transformation locale. Cette mutation dépasse la finance. Elle modifie les symboles du pouvoir. Dans les marchés, on parle de rendement, pas de charité. Dans les écoles, on enseigne la gestion de crédit au lieu des formulaires d'aide. Et dans les conversations quotidiennes, le mot souveraineté perd sa teinte politique pour devenir un mot de travail. Le milieu de l'histoire burkinabé est donc un point de bascule. Le crédit devient culture. Lorsque les chiffres se stabilisent, les conséquences deviennent visibles. Le Burkina Faso n'est plus seulement un cas d'étude, c'est une économie en transformation. Les effets se répartissent sur 4 sphères: nation, entreprise, population, région, chacune montrant comment le modèle de crédit souverain redessine la réalité. Pour la nation, les importations alimentaires ont chuté d'environ 200 millions de dollars par an. Les réserves de céréales couvrent désormais 8 mois de consommation contre 4 auparavant. Les recettes d'exportation de coton ont augmenté de 12%. Ces gains ne sont pas spectaculaires en apparence, mais ils traduisent une autonomie réelle. L'État finance ses politiques agricoles sans dépendre de l'aide d'urgence. Le budget autrefois lié aux subventions étrangères se réoriente vers les infrastructures et la formation. Pour les entreprises locales, l'effet d'entraînement est immédiat. Ateliers de maintenance, transporteurs, meuneries et fintech rurales prospèrent. Les commandes d'équipements agricoles sont désormais passées à 80% auprès de fournisseurs burkinabés. Ce tissu économique crée un socle nouveau, où chaque transaction alimente une base de données nationale et une statistique fiable. Dans un environnement souvent accusé d'opacité, cette traçabilité devient un capital immatériel pour les familles et la jeunesse. Les ménages disposent d'un crédit abordable entre 1800 et 2500 dollars, ce qui réduit la dépendance aux usuriers informels. Les taux d'intérêt chutent à un seul chiffre et le risque d'endettement piégeant diminue. Les enfants restent plus longtemps à l'école, les femmes dirigent des coopératives. La migration des jeunes ralentit, des emplois saisonniers en irrigation, transport et stockage apparaissent. Les villages reprennent vie. Pour la région sahélienne, les voisins observent. Le Mali, le Niger et même le Bénin envoient des délégations pour comprendre comment un petit pays enclavé a pu recycler 85% de ses 2,4 milliards initiaux en crédits renouvelables. Le succès burkinabé devient contagieux. Dans les conférences africaines, le nom Ibrahim Traoré revient comme un symbole d'expérimentation souveraine. Il ne s'agit pas d'un culte politique, mais d'un signal. La capacité à produire, suivre et rembourser vaut plus que les promesses. Ces effets concrets redéfinissent la notion de partenariat. Les bailleurs ne parlent plus de bénéficiaires, mais de acteurs fiables. Les agences de notation revoient leurs critères. Un pays capable de garantir 92% de remboursement peut être jugé plus solvable qu'un État surendetté malgré son aide extérieure. Ce déplacement de perception constitue la véritable victoire du modèle burkinabé. Il transforme la confiance en données économiques et la souveraineté en résultats comptables. Scénario de base. Si les tendances actuelles se maintiennent, le Burkina Faso consolidera son excédent agricole et réduira encore ses importations. Les coopératives achèveront le maillage des 5000 forages et 1500 entrepôts communautaires. Les flux de crédit atteindront un second cycle complet de remboursement à 90%. Le pays s'installera dans une croissance de 4 à 5% portée par l'agriculture et la transformation locale. Ce scénario repose sur la discipline observée et la stabilité politique. Scénario optimiste. Si les partenariats avec la diaspora et les pays du BRICS aboutissent, le volume total de crédit pourrait augmenter de 40%. Les fonds seraient utilisés pour la mécanisation et les énergies renouvelables, réduisant le coût de production. Le modèle deviendrait régional. Une plateforme sahélienne commune réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger mutualiserait les réserves et la logistique. Ce cadre ferait du Sahel un pôle de souveraineté alimentaire indépendant des cycles d'aide occidentaux. Scénario pessimiste. Une sécheresse prolongée ou un blocage politique pourrait ralentir les remboursements. Si le taux de défaut dépassait 15%, la confiance s'éroderait et les flux de crédit se contracteraient. Cependant, l'assurance paramétrique, déjà éprouvée, limiterait l'impact.
Le risque principal n'est donc pas climatique, mais institutionnel. Maintenir la transparence et la discipline lorsque la pression politique augmente. Condition pivot. Dans tous les cas, la clé reste la gouvernance des données. Si le tableau de bord public continue d'afficher chaque prêt, chaque forage et chaque remboursement, la confiance persistera. Si l'opacité revient, le modèle perdra sa force morale. Le message implicite d'Ibrahim Traoré résume cette logique. La souveraineté ne se déclare pas, elle se prouve. Ce principe sera le baromètre des 12 prochains mois, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour tout le Sahel en quête d'équilibre. La transformation du Burkina Faso n'est pas qu'un phénomène macroéconomique. Elle se vit au quotidien. Dans les villages, le mot « crédit » a cessé de provoquer la crainte. Il évoque désormais la possibilité de planifier. Les habitants se découvrent acteurs d'un système où le remboursement n'est plus un fardeau, mais un gage de dignité. Pour les agriculteurs de première génération, cela signifie la fin de la survie saisonnière. Pour les jeunes, c'est la preuve qu'un avenir productif est possible sans exil. Pour les femmes, c'est une conquête silencieuse. Elles gèrent les comptes, négocient les taux, pilotent des coopératives prospères. Ce pouvoir nouveau change la dynamique familiale et sociale. L'effet psychologique est aussi important que l'effet financier. En voyant les données affichées publiquement, les prêts remboursés, les puits forés, les entrepôts construits, chacun mesure la valeur de sa contribution. Les chiffres deviennent un miroir collectif. La performance d'un district rejaillit sur la fierté de tous. Les enseignants, les commerçants et les techniciens s'en inspirent. Dans les écoles, on enseigne désormais la comptabilité des coopératives comme un symbole de citoyenneté. Dans les marchés, les conversations portent sur les rendements, non sur l'assistance. Cette normalisation de la réussite change la perception de la pauvreté. Elle n'est plus considérée comme une fatalité, mais comme une étape réversible. Ce chapitre du Burkina Faso montre que la souveraineté n'est pas un privilège d'État, mais une expérience quotidienne. Quand chacun peut vérifier où va l'argent et comment il revient, la confiance cesse d'être un mot abstrait. Elle devient un actif social mesurable. Pour consolider cette dynamique, le gouvernement et les coopératives ont défini une feuille de route en 5 étapes où la souveraineté devient un processus reproductible. Étape 1. Institutionnaliser la transparence. Rendre le tableau de bord public obligatoire et immuable. Chaque forage, chaque crédit, chaque remboursement doit apparaître avec géolocalisation et date. La confiance repose sur la continuité de la visibilité. Étape 2. Renforcer la discipline locale. Former les agents de crédit communautaire à la gestion numérique. Encourager les primes collectives pour les coopératives à remboursement complet. Étape 3. Connecter le capital de la diaspora. Émettre des obligations souveraines ciblées pour les Burkinabés à l'étranger. Chaque dollar investi soutient directement les chaînes de production et de stockage. Étape 4. Mutualiser au niveau régional. Créer une plateforme Sahel Agro liant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette infrastructure permettra de stabiliser les prix et de partager les excédents alimentaires. Étape 5. Maintenir la boucle crédit, production, confiance. Chaque cycle doit être mesuré, évalué, publié. Tant que la donnée reste publique, le système demeure antifragile. Ibrahim Traoré a résumé ce programme par une phrase devenue emblématique. Le développement, c'est la capacité à se financer soi-même et à se corriger sans attendre. La feuille de route n'est pas un slogan, mais une méthode. Elle permet à chaque communauté de participer à la croissance nationale. En transformant la gestion de l'aide en discipline civique, le Burkina Faso invente une nouvelle grammaire de la souveraineté. Au crépuscule d'une saison fertile, une scène revient comme un écho au commencement. Dans le même champ où l'aube ouvrait l'histoire, une mère remplit son registre de remboursement, tandis que son fils vérifie le niveau d'eau d'un puits solaire. L'image rappelle les premières minutes du récit. La houe, le robinet, la dignité retrouvée. Ibrahim Traoré apparaît brièvement à la télévision nationale. Pas de discours triomphal, seulement quelques phrases sobres. Ce que vous avez construit appartient à vos mains. Cette simplicité tranche avec la rhétorique politique habituelle. Elle boucle la narration, la dépendance transformée en autonomie, la promesse devenue preuve. L'émotion ne vient pas du spectacle, mais de la constance. Les familles savent qu'elles ont remboursé, que leurs données figurent sur l'écran public, que leur travail finance le voisin. Le mot « aide » a disparu des conversations, remplacé par
crédit et responsabilité. Une génération plus jeune regarde ce changement comme un héritage. L'indépendance n'est plus un rêve suspendu, mais un rythme vécu chaque jour. Le travail nourrit la dignité. La dignité finance l'avenir. Ce récit n'appelle pas à l'admiration, mais à la réflexion. Ce que le Burkina Faso a accompli n'est pas une exception miraculeuse, mais une équation ouverte. Si l'aide devient crédit, si la transparence remplace la promesse, alors chaque nation peut mesurer sa propre capacité. Regardez les champs, écoutez les voix. Ce que l'on croyait impossible se cultive déjà. Une économie post-aide née de la rigueur et du courage. Le message d'Ibrahim Traoré n'est pas nationaliste. Il est méthodique. Il dit simplement que la souveraineté commence par la clarté et s'entretient par la responsabilité. Et vous, que penseriez-vous si chaque dollar d'assistance se transformait en capital local? Combien de familles seraient libérées si la compassion devenait compétence? La question reste ouverte, comme un sillon. Car au Sahel, la pluie ne décide plus de la récolte, les gens le font.